Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de vos enquêtes impossibles. Certaines affaires sont d'une redoutable complexité, les meurtriers déployant des trésors d'imagination et de perversité pour déjouer la police. D'autres mettent en jeu les passions humaines, les excès dramatiques qu'elles entraînent parfois. D'autres encore nous précipitent dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre la criminalité au quotidien. Mais lorsque la violence s'insinue dans nos sociétés, n'avons-nous pas d'autre choix que d'exprimer notre répulsion à l'égard des prédateurs et notre compassion? Je me suis immédiatement demandé ce qu'ils avaient fait du bébé. Ginger Hayes et son fils de 11 mois, Nicolas, ont été enlevés sur le parking d'une supérette à Greenville, en Caroline du Nord. C'était un samedi matin, en plein jour. Impossible de croire qu'un tel crime puisse avoir lieu à un tel moment de la journée. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Carjacking, enlèvement ou même meurtre. 45 minutes après l'enlèvement, une vidéo de surveillance montre Ginger et un homme non identifié à la caisse d'un supermarché. Cela vous donne un peu d'espoir, vous savez. Elle est en vie, elle le sera peut-être encore dans 5 minutes, et dans 1 heure, etc. Jusqu'à ce qu'on puisse les retrouver. Mais le bébé n'apparaît pas sur la vidéo, ce qui laisse à penser que l'auteur des faits a un complice. Je connais suffisamment ma fille, et je l'ai suffisamment vue avec Nicolas pour savoir que si sa vie avait vraiment été en danger à ce moment-là, elle se serait défendue comme une lionne. Les enquêteurs espèrent que le vol est le seul mobile du kidnappeur. Il a dû promettre de les laisser partir. Alors elle lui a donné l'argent et est ressortie espérant être libérée. Toutes les forces de police de la petite ville de Greenville, en Caroline du Nord, sont mobilisées. Mais parviendront-elles à retrouver en vie Ginger Hayes et Nicolas, son fils, âgé de 11 mois? Le temps joue en leur défaveur, car l'expérience montre que les kidnappeurs relâchent ou exécutent rapidement leurs otages, ne disposant généralement pas d'endroit où les cacher. Aux États-Unis, les enlèvements sont des crimes fédéraux. En cas d'arrestation, leurs auteurs sont déférés devant un grand jury et encourent de très lourdes peines. Dans le classement des pays les plus touchés par ce fléau, les États-Unis arrivent au 6e rang, après la Colombie, l'Italie et le Liban. Dans notre affaire, au bout de quelques heures, des policiers retrouvent la voiture de location des Hayes. Elle a été abandonnée dans une banlieue située à 70 km du lieu du kidnapping. Peu après l'arrestation d'André Edwards, la police reçoit l'appel d'un certain C.D. Thompson, qui promenait son chien à 80 km du lieu de l'enlèvement. J'ai senti ma gorge se serrer et je me suis demandé, est-ce que les 2 victimes sont... L'état dans lequel se trouve le petit Nicolas est alarmant. Mais les médecins qui l'ont placé en service de réanimation ne désespèrent pas de le sauver. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les brûlures sont responsables chaque année de plus de 300 000 décès dans le monde. Les brûlures au 3e degré, par exemple, détruisent le derme et l'épiderme. La peau prend alors une coloration blanche ou brune. Devenue sèche et insensible, elle est sujette aux infections. Dans ce cas, seules des greffes cutanées peuvent encore inverser le pronostic vital engagé. Apprendre que mon neveu était toujours en vie a été un véritable soulagement. Il n'avait que 11 mois et il a survécu. Mais Ginger, elle, était morte. C'était très difficile à gérer comme situation. Et de parvenir à réunir suffisamment de preuves matérielles pour que le représentant du ministère public puisse prouver devant un jury la culpabilité du prévenu. Rappelons qu'à l'inverse de notre jurisprudence, dans le droit américain, le procureur plaide à charge. Dans l'affaire qui nous préoccupe, les policiers n'auraient pu rêver accumuler autant de pièces à conviction prouvant la responsabilité d'André Edwards dans l'enlèvement.
Ses empreintes digitales et palmaires ont été recueillies dans la voiture de la victime. Le sang et la signature ADN de Ginger Hayes ont été retrouvés sur ses chaussures et ses vêtements. Enfin, l'arme du crime, une jante ensanglantée, a été abandonnée à une dizaine de mètres du corps sans vie pour boucler leur dossier et le transmettre au procureur. Les experts analysent le sperme prélevé sur la victime. L'ADN correspond bien à celui du kidnappeur. Cette affaire est la navrante illustration des ravages que provoque aux États-Unis l'addiction aux drogues dures et son incidence sur le taux de la criminalité. Intoxiqué au crack et vraisemblablement en état de banque, André Edwards n'a pas hésité à kidnapper une femme et son enfant pour se procurer une centaine de dollars. Et il n'a pas davantage tergiversé avant de violer et d'assassiner Ginger Hayes. Le crack est un stupéfiant dérivé de la cocaïne. Fumé, il provoque une puissante et brève stimulation mentale, une sensation de rêve éveillé, suivie d'un état d'épuisement dépressif. Sa consommation régulière et excessive entraîne des hallucinations, un état d'agitation, une irritabilité qui peuvent se traduire par une psychose paranoïaque et un comportement violent. Sachant que leur client était toxicodépendant, les avocats d'André Edwards ont plaidé son irresponsabilité. Le jury n'a pas retenu cet argument qui aurait ouvert une boîte de Pandore et aurait pu faire jurisprudence. Et le juge a condamné le kidnappeur meurtrier à une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour résoudre les affaires complexes, les policiers doivent souvent conjuguer les compétences de plusieurs experts spécialisés. L'enquête qui nous intéresse maintenant est à ce point de vue exemplaire, car elle réunit un polygraphiste, un entomologiste, une botaniste et un biologiste. À ces techniciens chevronnés s'ajoutent criminologues et policiers de terrain. Et comme vous allez le constater dans un instant, la somme de ces talents laisse généralement peu de chance aux criminels d'échapper à la justice. En ce 4 juillet, à Lakewood, dans l'État de Washington, on célèbre la fête nationale américaine. Comme d'habitude, les gens pique-niquent et assistent aux parades. Pour Rhonda Ebison, c'est l'occasion de passer du temps avec ses 3 filles, Brittany, Ashley et Cindy. Cindy a passé sa journée à jouer dehors et dans la maison pendant que je faisais le ménage. On avait prévu d'aller au bord de l'eau dans la soirée pour voir le feu d'artifice. Mais la petite Cindy, 9 ans, ne rentre pas à l'heure du dîner. J'ai cherché dans tout le quartier et interrogé les voisins, mais personne ne l'avait vue. Au coucher du soleil, des centaines de personnes se rassemblent pour le feu d'artifice. La mère de Cindy décide d'appeler la police. Yes, my daughter is missing. She hasn't came home yet. Where was she going when you last saw her? She was going over to a friend's house and she's not there. Les adjoints du shérif quadrillent le quartier, en vain. Le lendemain, elle n'était toujours pas revenue. On n'avait toujours aucune nouvelle d'elle. Ça devenait très inquiétant. Plus de 100 volontaires participent aux recherches. Dans la région, il y a beaucoup de zones broussailleuses avec des ronces pleines d'épines. Les volontaires fouillaient dans ces broussailles et en ressortaient tout griffés, avec les mains en sang. Je suis surprise qu'autant de gens se soient rassemblés pour m'aider et prier pour Cindy. Au bout de 48 heures, les enquêteurs s'intéressent de plus près aux parents de Cindy qui sont divorcés. Le père a un alibi solide. Mais il trouve que la mère de Cindy s'est montrée plutôt vague lorsqu'elle a signalé sa disparition. Elle ne semblait pas bouleversée par la disparition de sa fille. Elle n'avait pas l'air très inquiète. La police interroge Rhonda pendant plusieurs heures. Ils l'ont amenée au poste vers 21h et ils l'ont gardée jusqu'à 6h du matin. C'était horrible.
Un vrai cauchemar. Je pensais finir en prison. Rhonda nie toute implication, mais le détecteur de mensonges semble dire le contraire. Pendant le test, on lui a demandé si elle savait où pouvait être Cindy. Elle a répondu que non, et c'est là que le polygraphe a détecté quelque chose. Je n'avais ni dormi ni mangé. J'étais exténuée. Les prières des habitants du quartier restent sans réponse. Même la récompense de 5 000 $ ne donne aucun résultat. Vous avez vu cette fillette? Elle s'appelle Cindy, elle a 9 ans. 2 semaines passent. Puis, un jour, la police reçoit un appel d'une femme qui fréquente la même église que Rhonda. Elle affirme avoir rêvé de l'affaire. Elle dit qu'elle a vécu une sorte d'expérience mystique et qu'elle a eu une vision. Elle prétend avoir vu une petite fille allongée dans un champ, mais elle ne sait pas si elle était endormie ou morte. La femme dessine même un plan avec l'emplacement du corps. L'endroit se situe à 800 mètres de la maison de Cindy, dans une zone déjà fouillée par des volontaires. Ils étaient à 4 pattes pour chercher, mais la première fois, ils ne l'ont pas trouvée. Mais cette fois, ils retrouvent le corps de Cindy Alinger. Son cadavre est dissimulé sous un chauffe-eau, enroulé dans une sorte de tapis. Ce ne sera plus jamais pareil. Les enfants marchent par 2 dans la rue. Et à mon avis, ils vont continuer à le faire, parce qu'ils savent que ça peut arriver à n'importe qui. La police se retrouve confrontée à une affaire plutôt trouble, entre le détecteur de mensonges qui contredit les déclarations de la mère et une médium qui a mystérieusement deviné l'emplacement du corps. C'est très bizarre qu'ils aient retrouvé le corps de cette façon. La mort de la petite Cindy Alinger soulève une vive émotion dans toute la communauté qui est littéralement sous le choc. Son autopsie révèle qu'elle a été violée et frappée. C'est choquant et effrayant que quelqu'un ait pu faire ça. Le corps de Cindy a été découvert à côté d'une maison abandonnée au milieu d'un champ. Il était enveloppé dans 4 couches de moquette épaisses. Ce quartier était connu pour être le fief des gangs. Il devait y avoir environ 64 délinquants sexuels répertoriés dans cette zone. Le quartier grouillait de pervers sexuels. Avant d'interroger tous ces suspects potentiels, la police doit d'abord savoir à quand remonte la mort de Cindy. Et pour cela, les insectes peuvent être utiles. Après la mort, les insectes colonisent le corps et l'utilisent comme source de nourriture. Mais dans cette affaire, le docteur Goff doit établir si la moquette qui recouvrait Cindy a ralenti ce phénomène. Il a donc placé un cadavre d'animal dans un champ qu'il avait d'abord enveloppé de la même manière dans plusieurs couches de moquette. Il a ensuite surveillé l'activité des insectes. En remontant dans le temps, on arrive à déterminer quand les œufs ont été pondus. Ça nous donne une estimation du temps minimum écoulé depuis la mort. L'entomologie médico-légale a vu le jour en France à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux de Jean-Pierre Meignin, un vétérinaire aux armées passionné d'insectes. À travers plusieurs ouvrages au titre évocateur comme « Les insectes buveurs de sang » ou « La faune des tombeaux », Meignin a été le premier à observer que les insectes nécrophages se succédaient sur les chairs d'un cadavre dans un ordre invariable. Il est ainsi parvenu à répertorier 8 escouades de colonisation qui correspondent chacune à un type particulier de décomposition. L'environnement, les conditions climatiques et la température ambiante jouent un rôle déterminant. Ainsi, par exemple, par temps chaud et humide, les larves des mouches bleues peuvent désincarner un cadavre en 2 semaines, alors que 2 ans seront nécessaires aux vagues d'insectes successives pour parvenir au même résultat dans une atmosphère froide et sèche. Dans notre affaire, l'expert entomologiste enveloppe une carcasse de porcelet dans un bout de moquette
et la place non loin de l'endroit où l'on a retrouvé le corps de la fillette. Ceci afin de déterminer l'incidence qu'a eue la moquette sur son temps de décomposition. Le test montre que la moquette a protégé la dépouille des insectes pendant 24 heures. Ce qui prouve que Cindy a été assassinée le jour de sa disparition ou peu de temps après. Les enquêteurs interrogent les 64 délinquants sexuels répertoriés dans la région pour savoir ce qu'ils faisaient le 4 juillet. Ils ont tous un alibi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de délinquants sexuels dans le quartier. C'est terrifiant. C'est Ashley, la sœur de Cindy, âgée de 7 ans, qui va permettre de faire avancer l'enquête. Je me souviens qu'on jouait ensemble et qu'à un moment, elle a dit qu'elle allait chez Raz. Elle aimait bien aller là-bas. Raz est un type qui habitait un peu plus bas dans notre rue, un adulte. Raz, de son vrai nom Guy Rasmussen, est un musicien de 30 ans. J'y étais allée quelques fois avec elle. Elle s'amusait avec son chien. Il avait une batterie dans sa remise et des fois, ils en jouaient ensemble. Guy Rasmussen détenait un peu dans le quartier. Avec ses t-shirts multicolores, il ressemblait à un hippie. Il avait un côté décalé. Au départ, la mère de Cindy pensait que Raz avait le même âge que ses enfants. Quand elle apprend que c'est un adulte, elle interdit à sa fille de le revoir. Je pensais que c'était un petit garçon. Quand j'ai su que c'était un homme, je lui ai dit « Je t'interdis d'y retourner ». Je le connais pas. Et on joue pas comme ça avec les adultes. Lorsque la police interroge Rasmussen, il déclare que Cindy n'est pas venue chez lui le 4 juillet et il prétend avoir un alibi. Guy Rasmussen nous a dit qu'un ami était venu le chercher vers 16h15 ce jour-là et qu'ils étaient partis ensemble à un festival rock dans le comté de Thurston. Un appel a bien été passé d'une cabine vers 16h15 et la mère de Cindy déclare avoir vu sa fille pour la dernière fois à 16h30. Si elle l'a vue à 16h30, Rasmussen a un alibi en béton. Mais comme pour Rhonda Allinger, le détecteur de mensonges contredit la version de Rasmussen. J'avais jamais connu une affaire aussi frustrante. Dans la poubelle de Rasmussen, la police retrouve un dessin déchiré que Cindy avait fait de son chien quelques semaines plus tôt. C'est étrange qu'il ait déchiré ce dessin. Et il l'a fait après avoir appris sa disparition. Mais est-ce vraiment significatif? La mère de Cindy Allinger, Rhonda, et son voisin Guy Rasmussen ont tous les deux été contredits par le détecteur de mensonges. La police s'intéresse désormais à un autre suspect, le compagnon de Rhonda, Chris Doyle. C'était un homme violent, il avait déjà frappé Rhonda. On ne savait pas s'il s'en était aussi pris aux enfants, mais on savait qu'il était agressif. Pendant son interrogatoire, Doyle admet avoir déjà fait tomber Cindy du Porsche lors d'une dispute, mais il nie toute implication dans son meurtre. Pendant son interrogatoire, il dit des choses qu'il ne voulait pas que je sache. Il a dit avoir fait du mal à Cindy et je ne le savais pas. J'avais toujours pensé que c'était un accident. On a aussi soumis le petit ami de la mère au détecteur de mensonges et il disait la vérité. Les enquêteurs questionnent également la médium qui les a menés jusqu'au corps. Elle n'a jamais officiellement accepté de nous accorder une interview, mais on lui a parlé au téléphone. Mais cette femme a un alibi solide et les enquêteurs la rayent de la liste des suspects. Puisque la femme médium a été écartée de la liste des suspects, l'attention des policiers se focalise maintenant sur 3 personnes. Rhonda Ebison, la mère de la fillette, elle a échoué au test du détecteur de mensonges, mais le fait que Cindy ait été violée semble l'innocenter. A contrario, Chris Doyle, son compagnon, est un homme au comportement violent. Par contre, l'épreuve du polygraphe lui a été favorable. Guy Rasmussen, enfin, le musicien que connaissait Cindy, il possède un alibi puisqu'il a passé un coup de téléphone à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui à l'heure supposée du meurtre. Mais il a menti. Le polygraphe le prouve. Et il a déchiré le dessin que lui avait donné la petite fille. Cette attitude intrigue les enquêteurs.
Ils décident de fouiller son passé et découvrent qu'il a séjourné 6 ans en prison pour avoir violé une adolescente et agressé une fillette de 10 ans. Et la liste de ses crimes ne s'arrête pas là. Il a également été suspecté dans 2 affaires de meurtre, mais n'a jamais été inculpé, faute de preuves. Le détecteur de mensonges lui avait pourtant donné tort dans ces 2 affaires. Dans l'affaire de Cindy Allinger, il affirme qu'il n'était pas là au moment du meurtre. Il a appelé son ami d'une cabine vers 16h15 pour qu'il passe le chercher. Le relevé d'appel confirme ces déclarations. Et la mère de Cindy assure avoir vu sa fille pour la dernière fois à 16h30. Mais en réécoutant l'appel d'urgence de Rhonda, les enquêteurs s'aperçoivent que quelque chose ne colle pas. On a déterminé que Rhonda n'avait pas une vision claire et précise de ce qui s'était passé ce jour-là. La mère de Cindy reconnaît qu'elle s'est embrouillée. Cette information ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. Rasmussen a très bien pu commettre le crime entre 15h et 16h15. Les enquêteurs creusent cette piste et fouillent la maison de Rasmussen. Ils confisquent les vêtements qu'il portait, selon son ami, le 4 juillet, lorsqu'ils sont allés au concert. Tout le linge sale de Guy Rasmussen était dans la baignoire. Il l'avait entassé dedans. Des petites brindilles sur ses chaussures et ses chaussettes intéressent particulièrement la police. Des échantillons sont donc envoyés à une spécialiste en botanique médico-légale, la Ray Denise Johnston. Sa première tâche consiste à identifier les différentes plantes retrouvées sur les vêtements de Rasmussen et à les comparer à celles présentes sur la scène de crime. Les échantillons contenaient surtout de toutes petites graines. Je les ai tout d'abord examinées à la loupe, puis au microscope. Il y avait quelques espèces de graminées, comme l'Holcus lanatus, aussi appelée houlque laineuse. Plus d'une douzaine d'espèces de plantes sont retrouvées sur les vêtements de Rasmussen. En plus d'être les mêmes espèces que celles de la scène de crime, elles sont exactement au même stade de développement. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. S'il dit qu'il n'était pas là, mais que les plantes prouvent le contraire, ça veut dire qu'il ment. Les traces de terre et les fragments végétaux peuvent relier un suspect ou un véhicule à une scène de crime ou indiquer si un cadavre a été déplacé. Dans notre affaire, les éléments botaniques, feuilles et graines accrochés aux semelles ou aux vêtements de Rasmussen ont trahi ces déplacements. Je me souviens, il y a quelques années aux États-Unis, un expert botaniste avait réussi à confondre un meurtrier en prélevant sur la calandre de sa voiture de minuscules fragments de feuilles d'une espèce d'arbre qui ne se trouvait précisément que sur la scène du crime, à 300 km de son domicile. Fort de cet argument, et en faisant preuve de beaucoup de persuasion, les policiers avaient fini par obtenir ses aveux. Mais Rasmussen continue de clamer son innocence lors d'une interview à la radio. Il déclare aux auditeurs qu'il n'a rencontré Cindy qu'une seule fois. Rasmussen a sa version des faits, mais les scientifiques ont trouvé sur son t-shirt de quoi le contredire. Le suspect numéro 1 dans le meurtre de Cindy Allinger a un passé de délinquant sexuel. Et sa crédibilité est remise en question lorsque la police découvre qu'il a menti au sujet de sa relation avec Cindy. Guy Rasmussen a affirmé qu'il n'avait rencontré Cindy qu'une seule fois. Mais on a découvert par la suite qu'il l'avait vue plusieurs fois. La sœur cadette, Ashley, nous a appris que Guy Rasmussen leur avait donné une peluche, un lapin avec une carotte. Les seuls éléments de preuve dont disposent les enquêteurs sont des débris végétaux retrouvés sur ses vêtements. Du moins, jusqu'à ce qu'une tache sur son short n'attire leur attention.
Quand on a saisi ces affaires, on n'a pas tout de suite réalisé ce qu'on avait entre les mains. Ces vêtements étaient sales et en plus, les t-shirts étaient multicolores, donc c'était plutôt difficile de voir ce qu'il y avait dessus. Une première analyse confirme qu'il s'agit bien d'une tache de sang humain. Et le test ADN n'identifie pas un, mais deux profils génétiques. On a déterminé que la tache sur son short était en fait un mélange du sang de Cindy Hallinger et du sperme de Guy Rasmussen. Il y avait deux substances. On avait la preuve irréfutable qu'il avait commis ce crime. Vous n'imaginez même pas à quel point ce type me dégoûte. Rasmussen est arrêté en plein concert dans une petite salle du quartier. Il ne figurait pas sur la liste des délinquants sexuels de la région, car sa dernière condamnation était antérieure à la constitution du fichier. Le prévenu est accusé d'enlèvement, viol sur mineur et meurtre. Guy Rasmussen est un monstre. C'est difficile de concevoir qu'on puisse faire ça à une enfant de 9 ans. L'homme qui entre dans le tribunal n'a plus rien à voir avec le musicien aux cheveux longs arrêté quelques jours plus tôt. Mais l'accusation dresse un portrait moins flatteur aux jurés. Le procureur leur raconte que le 4 juillet, Cindy est allée chez Rasmussen comme elle le faisait régulièrement. Salut Cindy. On va bientôt acheter une maison. Tu veux que je te la montre? Rasmussen parvient à attirer la petite fille dans une maison abandonnée à quelques rues de chez lui, probablement en lui faisant croire qu'il voulait l'acheter pour la restaurer. Une fois là-bas, il la viole et la tue. Puis il l'enroule dans de la moquette trouvée sur place. Il laisse ensuite le corps dans un champ. C'est là que les fibres végétales s'accrochent à ses chaussures et à ses chaussettes. Il marche alors jusqu'à une cabine téléphonique pour appeler un ami et s'inventer un alibi. Si les insectes présents sur le corps permettent d'estimer l'heure du décès et les herbes retrouvées sur ses affaires prouvent qu'il est bien allé dans le champ, le sang de la victime sur ses vêtements ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. On avait besoin de la science pour nous guider. Ce sont la botaniste, les analyses entomologiques et surtout l'ADN qui nous ont menés dans la bonne direction. Au cours du procès, les avocats de Rasmussen prétendent que le rapport d'entomologie médico-légale est erroné et que leur client est innocent puisque son alibi prouve qu'il n'était pas présent au moment des faits. Mais cet argument ne convainc pas le jury. Le jury déclare l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Rasmussen est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je voudrais qu'il soit exécuté. Il ne mérite pas de vivre. Il a tué ma fille, elle n'avait que 9 ans. Elle n'a pas eu de vie. Il était important de montrer aux jurés que la police avait procédé à une enquête méticuleuse, que les enquêteurs ne s'étaient pas précipités et qu'ils avaient travaillé sérieusement et posément. On a l'impression de tout perdre. C'est comme si on vous arrachait les entrailles, comme si on vous arrachait le cœur. Si je pouvais lui parler, je lui dirais que je l'aime très fort et que c'était une petite fille formidable. Oui, je le déteste parce qu'il l'a tuée et ce n'est pas juste. Pour moi, il a encore la belle vie, il peut voir sa famille quand il veut, il est logé, nourri. Cindy, elle, n'a pas cette chance. Beaucoup pensent que Rasmussen aurait commis d'autres crimes si on ne l'avait pas arrêté. Mais l'entomologie et la botanique médico-légale ainsi que les analyses ADN ont permis de le mettre définitivement hors d'état de nuire.
Sans les sciences médico-légales, ce serait plus difficile de démasquer les assassins. C'est incroyable ce que la science est capable de faire avec un simple brin d'herbe. On avait de fortes présomptions, mais ça ne suffit pas devant un tribunal. Il faut des preuves irréfutables pour faire condamner quelqu'un. On doit rester objectif et neutre. Il ne faut pas vouloir attraper les méchants à tout prix. Il faut rester impartial en toutes circonstances. La seule chose que la science n'a pas réussi à expliquer, c'est comment la médium a fait pour savoir où était le corps. Les preuves médico-légales ont permis de confondre le meurtrier de la petite fille. Mais sans l'indication fournie par la femme médium, les policiers n'auraient peut-être pas retrouvé son corps, du moins dans un état qui leur permette d'en tirer des indices. Si on écarte l'hypothèse improbable que la médium ait assisté à la scène de crime, comment expliquer qu'elle soit parvenue à localiser par la seule force de sa pensée l'endroit exact où gisait le cadavre? Aucune réponse pertinente ne peut résoudre cette énigme. Mais force est de constater que plusieurs affaires ont été résolues grâce à l'intervention de médiums. Tenez, en Allemagne, en 2003, Suzanne Herbe, une lycéenne de 16 ans, est portée disparue. Comme l'enquête policière piétine, sa maman contacte un médium. Ce dernier prétend pouvoir entrer en communication avec l'esprit de la disparue. Et au terme d'une séance médiumnique, il affirme que Suzanne a été violée et tuée par un homme d'origine croate âgé d'une vingtaine d'années et que son corps a été caché dans un garage de Mannheim. Les policiers incrédules se rendent sur les lieux et constatent que toutes les informations fournies par le médium sont exactes. Mario Glavic, un Croate de 24 ans, ouvrier carrossier, a effectivement assassiné la jeune fille quand elle rentrait chez elle. Eh bien, c'est sur cette étrange anecdote que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Le 12